Alors, le titre sur la première page, on va le faire plus grand. On va le sélectionner, y compris la balise. Donc, je suis sur la première page, j'enfonce le bouton à souris et je vais jusque la balise. On n'a pas l'impression qu'elle se sélectionne, mais si vous poussez vraiment jusqu'au bout, elle est sélectionnée. C'est super important que les balises soient sélectionnées, sinon, je vous ai dit, ça crée des problèmes d'interlignage bizarres. Et alors, on va faire en sorte que ce soit un plus grand titre ici. Donc, dans la palette paragraphe, texte paragraphe, dans la palette paragraphe, on va aller demander dans le menu de la palette paragraphe étendue de colonnes. Et là, on va dire que ce paragraphe-là peut s'étendre sur plusieurs colonnes. Étendue de colonnes, toutes. On peut cocher la case aperçue, on va voir ce que ça donne. Voilà. OK. Donc voilà, ça c'est pratique. On n'a pas dû faire deux blocs. C'est dans le même bloc qu'on a un paragraphe qui s'étend sur plusieurs colonnes. C'est le titre. Oui, puisque dans InDesign, un titre est considéré comme un paragraphe. Techniquement, pour InDesign, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas comme dans certains logiciels de mise en page où les titres ont le statut de titre. Ici, techniquement, pour InDesign, les titres, c'est comme si c'était un paragraphe. Et donc voilà, on va également augmenter la taille du caractère. N'hésitez pas. Ici, j'y vais avec la touche Shift, je suis passé à 40. Voilà, voilà. Alors, dans mon cas, il y a un déséquilibre entre les lignes au niveau du nombre de mots. Ce genre de choses peut être réglé de deux manières. Soit je mets le curseur en face d'un mot et je fais Shift Entrée. C'est comme dans Word, ça existe aussi. C'est le retour forcé à la ligne. Ce n'est pas une balise de fin de paragraphe, c'est le saut de ligne forcé. Donc touche majuscule, retour chariot, Shift Entrée. Ou alors, et là je vais enfoncer la touche suppression. Je n'ai plus la balise de saut de ligne forcé. Ou alors, donc, je vais dans le menu de la palette paragraphe et je demande d'équilibrer les lignes. Et là, tout seul, il va le faire. Et ça, c'est très bien parce que ça vous montre qu'il y a des automatismes de mise en page. Quand un document est bien conçu, on copie-colle le texte, on attribue les styles et normalement, visuellement, c'est pas foireux. Donc maintenant, si on va dans le menu de la palette style de paragraphe, on remarque que ceci est coché. Alors au passage, vous voyez dans le menu de la palette style de paragraphe, vous avez ceci, compositeur ligne simple, compositeur de paragraphe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, compositeur de paragraphe, c'est le meilleur choix si on veut que le texte se répartisse bien, que son aspect soit correct dans tout le paragraphe. Le problème, c'est que enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que si vous modifiez un paragraphe, si vous ajoutez quelque chose, il est possible, vous avez vu que ça l'a fait là, il est possible que ça ait une influence sur les lignes qui précèdent. Vous voyez là, la ligne ici, là, regardez, la ligne là, si j'ajoute des lettres, des mots, deux lignes en dessous, ça modifie les lignes du dessus pour équilibrer les choses. Mais certaines personnes n'aiment pas ça. Ça, c'est InDesign qui a apporté ça en 99. C'était une nouveauté, la gestion globale de l'aspect du paragraphe. Le problème, c'est que quand on fait de la relecture typographique, on lit le texte et on modifie. Par exemple, à certains endroits, on va mettre le curseur et on va faire un saut de ligne forcé, Shift
entrée, et puis on va plus loin, etc. On corrige ligne par ligne, typographiquement, c'est ce qu'on appelle, on fait de la micro-typographie, du réglage fin sur la typo. Sauf qu'avec ce système multiligne, il est possible que des lignes d'avant qu'on a corrigées se modifient toutes seules. C'est pour ça qu'il existe la possibilité pour ceux qui veulent, mais c'est vraiment pour les pros qui font de la relecture typographique très fine. C'est pour des livres généralement, pour des publications importantes, pas pour des magazines. On a la possibilité de repasser comme avant, où toute modification qu'on fait dans un paragraphe ne peut pas modifier ce qui précède. Ce sera le compositeur ligne simple. Voilà, comme ça vous avez une explication de qu'est-ce que c'est ceci. Il y en a beaucoup qui se posent la question sans savoir ce que c'est. Et en fait, quand InDesign est apparu en 99 et qu'il était là pour concurrencer le logiciel qui était en place, qui s'appelait Quark Express. Quark, c'est la marque, Express, c'est le logiciel. Donc, qui était utilisé partout pour faire la mise en page, Quark Express. Mais donc, quand InDesign est apparu, Adobe a vraiment sorti la grosse artillerie, plein de nouveautés pour plaire aux typographes et pour améliorer l'aspect des documents. Et ce genre de choses, on en a parlé beaucoup à l'époque, parce que c'est vrai que par rapport aux habitudes de travail des typographes, c'était une révolution, cette gestion globale des paragraphes multilignes. Compositeur multiligne en fait de paragraphes. Ok, donc fin de la parenthèse ici. On va faire au départ de ce grand titre, que je pourrais d'ailleurs faire encore plus grand, parce que je trouve qu'il faut y aller. On est à l'époque de la macrotypographie. Donc la macrotypographie, ça veut dire qu'on utilise du texte bien grand. Je gère également éventuellement l'interlignage. N'hésitez pas, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez votre titre qui est bien paramétré, on va faire un style. On va l'appeler, on va faire dans le menu de la palette style de paragraphe. On va demander nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler titre de premier niveau. Autrement dit, ça veut dire c'est un grand titre. C'est le terme qu'on utilise. Titre de premier niveau, c'est le terme professionnel pour dire que c'est un grand titre. Appliquer le style à la sélection et cocher, voilà. Le grand titre, là, utilise titre de premier niveau, c'est le nom de son paragraphe, son style de paragraphe. Du coup, là, je vais cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné avec la flèche noire, et on va aller modifier l'autre style. Donc, soit vous double-cliquez sur lui, soit vous faites un clic droit à modifier. Mais en tout cas, il faut le faire en n'ayant rien sélectionné. On a cliqué avec la flèche parce que sinon, ça risque de l'appliquer sur ce qui est sélectionné. Donc, je double-clique. Et lui, je vais l'appeler titre de, à votre avis? Eh oui, second niveau. Voilà. Donc, les titres de second niveau sont logiquement ceux qui sont plus petits et qui sont là. Et donc, il faudra que je m'occupe de l'interlignage. C'est un peu foireux, mais ça va, ça passe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on va le faire en n'ayant rien qui est sélectionné, mais au moment où on a fait le grand titre, là, le titre de premier niveau, il y avait quelque chose qui était enclenché. On va aller voir. Je double-clique pour aller voir. Et... non, pas titre de second niveau. C'est titre de premier niveau que je voulais aller voir, évidemment. Le grand titre, c'est ce que je disais. Titre de premier niveau, voilà. Eh bien... vu qu'il a été fait au départ d'un titre qui était de second niveau, il est l'enfant de ce style-là. D'ailleurs, je vais, pour l'explication, indiquer ici « enfant » de titre de second niveau. Voilà, je me comprends. Hein. C'est indiqué là. Ça, c'était automatique. InDesign vous l'a proposé d'office. On a fait du parentage de style.
OK. On va maintenant cliquer sur titre de second niveau. Lui, il est créé d'après aucun style. Et lui, ça va être le parent de titre de premier niveau. Et donc, vous voyez que c'est un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, tiens, l'enfant, ça va être le plus petit titre des deux, et le parent, ça va être le plus grand des deux. Mais il n'est pas du tout impossible techniquement de faire ceci. Hein. L'enfant, c'est le plus grand, et le parent, c'est le plus petit. Et ça, c'est intéressant. Le parentage de style. Il faut juste y faire attention quand vous créez un style de paragraphe, de bien regarder à la rubrique là d'après, qu'est-ce qui est indiqué, et si vous ne voulez pas faire de parentage, il faudra à ce moment-là indiquer aucun quand vous faites le style de paragraphe. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe par la suite. Il va arriver ceci, ce qu'on va tester ici. Quand on va modifier le titre de second niveau, le plus petit, mais le premier va se modifier aussi puisqu'il est l'enfant. Donc on va tester ça. Donc encore une fois, c'est pour automatiser les mises en page, pour ne pas devoir bosser trop. Quand on modifie un style, ça modifie aussi d'autres styles. Alors, vous n'avez rien qui est sélectionné, vous avez cliqué à côté de tout. Vous allez double-cliquer sur titre de second niveau. On va le modifier. Ah oui, les choses se présentent différemment dans la palette caractères et paragraphes. C'est un peu foireux, ça demande un effort. Bon, vu qu'on est paresseux, on ne va pas faire comme ça, on va cliquer sur annuler. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller le modifier. Un des titres de second niveau, mais il n'y en a qu'un seul pour l'instant, de toute façon, on va aller le modifier. Allez, je vais rapidement en faire un autre, comme ça vous allez bien comprendre. Quelque part plus loin dans la colonne, je vais juste aller avec l'outil texte, taper voilà, touche entrée, je mets le curseur n'importe où dans le titre que je viens de taper, je lui applique le style titre de second niveau. Voilà, comme ça j'ai déjà 2 titres de second niveau. Tiens, l'équilibre des lignes n'est pas enclenché là, ça se voit. Pas grave. OK. Donc, vous avez 2 titres de second niveau. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Donc, vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. On va télécommander les modifications via les styles. Ah oui, non, attendez, il faut, vu qu'on ne double-clique pas sur le style pour modifier les choses par le style, justement, il va falloir cliquer et sélectionner un des titres de second niveau. Voilà. Donc je vais bien pousser le curseur à droite pour sélectionner aussi la balise. Et là, je me dis, tiens, je vais le faire en police sans sérif. Donc, vous voyez ce que c'est les polices sans sérif? C'est les polices qui n'ont pas les petites pattes au bout. Là. Les sans sérif. Je vais le faire en police sans sérif. Donc, par exemple, oui, faisons au plus simple. Je vais ici taper Helvetica. C'est la police sans sérif la plus connue, évidemment. Alors, est-ce qu'on a du Régular ici quelque part? Oui, certainement. Régular, il est en bas. Pas certain que vous ayez l'Helvetica installé aussi comme ça. Chez vous, vous le voyez? Super. Si vous étiez sur Windows, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il peut y avoir plusieurs polices de plusieurs fondeurs, donc de plusieurs fabricants, qui portent le nom Helvetica. Et parfois, vous aurez de l'Helvetica sur votre ordinateur, mais avec beaucoup moins de variantes que ceci. Ici, c'est de l'Helvetica. Ah oui, mais c'est même pas de l'OpenType, c'est apparemment, c'est pas grave. On va le faire, on va faire avec. Ok, voilà. On a modifié ça. Qu'est-ce qu'on va modifier aussi? Dans la palette paragraphe, on va aller enclencher
Dans le menu de la palette paragraphe, on va aller enclencher l'équilibre des colonnes, des lignes, pardon, l'équilibre des lignes. Voilà. Bon, c'est enclenché, mais ça n'a pas fait de différence chez moi ici. Autre chose qu'on va voir, c'est éventuellement espacer un peu les caractères avec ce réglage-là de l'approche de groupe. Donc on a vu tout à l'heure l'approche de paire, entre chaque paire de caractères, le réglage automatique optique, mais là c'est l'approche de groupe, et ça peut être intéressant d'éloigner les caractères les uns des autres pour aérer un peu. L'interlignage, je vais également le régler spécifiquement. Voilà. Dans la palette paragraphe, on pourrait peut-être demander que la première ligne soit alignée sur la grille. Et j'enclenche l'alignement sur la grille pour ce paragraphe-là. Et vous voyez que la première ligne s'aligne sur la grille. Et donc ça veut dire que pour le reste, vous êtes libre de choisir l'interlignage que vous voulez, puisque ce n'est pas toutes les lignes du paragraphe qui sont alignées sur la grille. Dans la palette paragraphe, j'ai enclenché aligner seulement la première ligne sur la grille et j'ai enclenché l'alignement sur la grille. Et donc la première ligne s'aligne. Ok, c'est déjà pas mal. On pourrait changer la couleur aussi et plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal comme ça. Mettre aussi un fond automatiquement derrière le titre, le mettre dans une capsule avec des bords arrondis, tout ça, ce qu'on appelle les bordures et les fonds de paragraphe. Mais on va simplifier l'explication ici. Ok, alors, c'est là qu'il faut se concentrer. Open your eyes, ouvre tes ouïes. On est d'accord, on n'a pas été modifier l'aspect du paragraphe en allant dans le style, parce que c'était ennuyeux, la présentation était différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans la palette paragraphe et la palette caractère. On l'a modifié manuellement. Maintenant, on va faire en sorte que, et ça peut se faire en ayant le curseur n'importe où dans le paragraphe, pour indiquer qu'on travaille sur celui-là, on va mettre à jour le style. Donc les modifications qui apparaissent dans l'infobulle, là, ici, vont être intégrées au style, et normalement, l'autre paragraphe qui utilise également ce style devrait se mettre à jour. Donc lui a toujours des polices sérif avec les empattements, les petites pattes là en bas. Alors que là, j'ai mis une police sans empattement. Donc, pour faire ça, vous allez, en ayant le curseur dans le titre que vous avez modifié, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous allez demander redéfinir le style et regardez bien ce qui se passe à l'autre paragraphe automatiquement. Voilà. Et ça, c'est super pratique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de savoir régler les choses dans les styles, parce que c'est foireux quand même, c'est présenté différemment de ce qui se passe dans les palettes. Allez, on va enregistrer le document. Et alors, il va peut-être se passer quelque chose de zarbi. Si on remonte sur le... Voilà. On remonte sur la première page et le titre de premier niveau, qui est l'enfant du titre de second niveau, il a subi aussi la modification. C'est logique. C'est logique. Parce que l'enfant subit toutes les modifications que le parent subit lui-même. Alors, on va faire un test ici. Le titre de premier niveau, vous allez le sélectionner entièrement avec l'outil texte et vous allez lui donner une couleur. Donc, je vais lui donner une couleur rouge. On ne va pas s'ennuyer à faire des couleurs spéciales. On va prendre celles qui sont dans le nuancier pour la démo. Voilà.
On va mettre à jour le style, évidemment, parce qu'on a modifié manuellement un paragraphe qui utilise un style. Donc, en ayant le curseur n'importe où dans le titre ici, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez redéfinir le style. À partir de là, le petit signe plus à côté qui indique les changements qui ont eu lieu, ben, il n'est plus là, parce qu'ils ont été intégrés dans le style. Par exemple, si je double-clique à droite du nom du style, dans couleur des caractères, il est bien indiqué que ça utilise désormais la couleur rouge. Voilà. Au niveau des titres de second niveau, on va aller modifier la totalité d'un des titres. Ça pourrait être celui-là, ça pourrait être l'autre. Peu importe. Et on va aller lui mettre une couleur. Je vais lui mettre du bleu. Voilà. Voilà. Là aussi, en ayant le curseur n'importe où dans ce style, je vais redéfinir le style. Il y a le petit signe plus qui m'indique qu'il y a eu une modification manuelle. Et donc je demande, menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Et l'autre titre est bleu maintenant. Alors, le parentage de style, ça existe aussi pour les styles d'objets, ça existe aussi pour les pages gabarit. On fait du parentage de pages de gabarit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et là, vous allez comprendre comment ça fonctionne, la règle de base du parentage de style. Le style parent, second niveau, le style enfant, premier niveau. Ils sont différents au niveau de la couleur. Si je modifie la couleur des titres de second niveau, le parent, ça ne pourra plus modifier ce qui est différent chez l'enfant. La couleur ne se modifiera pas. On va tester, on va le faire en ayant cliqué à côté de tout et on va aller double-cliquer sur les styles quand même, on va aller voir ça. Vous double-cliquez à côté de titre de second niveau. Vous allez dans couleur des caractères. Vous pouvez cocher la case aperçu pour voir ce que ça va donner derrière directement. Et voilà, vous allez mettre par exemple, est-ce qu'il y a du vert ici? Oui, on va mettre du vert. Voilà, j'ai mis du vert. Pour les titres de second niveau, on voit qu'ils sont devenus verts. Par contre, ils ne peuvent pas influencer la couleur du titre de premier niveau, l'enfant, puisque lui avait déjà sa propre couleur différente. Maintenant, si je vais modifier les formats de caractères de base pour les titres de second niveau, le parent, si je vais changer la police, voilà. Police qui fait très grec, hein, ça conviendra plutôt pour la Grèce, la région, comment est-ce qu'on dit, hellénique, plutôt que pour l'Europe de l'Est, mais bon. Donc les polices, c'est chargé culturellement, donc on ne choisit pas n'importe quoi. Mais clairement, là vous voyez qu'en modifiant la police de caractère sur le titre de second niveau, le parent, ça l'a modifié aussi sur le titre de premier niveau parce que les polices étaient les mêmes dans les deux styles. Donc tout ce qui est le même dans les deux styles peut être modifié par le parent. Ça, c'est la règle de base. OK. Par contre, si on va modifier l'enfant, si je vais aller modifier notamment, et là je suis donc en train de modifier titre premier niveau, l'enfant, si on modifie la police de caractère, c'est pas pratique ici de choisir la police, hein, parce qu'il n'y a pas les petites icônes qui montrent à quoi ça ressemble, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, je vais aller tester, voilà, j'ai mis du Montserrat par exemple,
c'est du Montserrat maintenant, mais ça n'a aucune influence sur le parent. Tout ce qu'on fait sur l'enfant n'a aucune influence sur le parent. Ça ne peut pas se répercuter, c'est dans le sens parent vers enfant que ça se répercute. Donc voilà, et donc tout ceci est utile quand on fait des documents longs. Bien sûr, si vous faites un petit document de 3-4 pages, vous n'avez pas nécessairement intérêt à utiliser ces automatismes. Mais dès que vous faites des documents plus longs, ça va vous sauver, ça va vous épargner du temps. Ça va faire le boulot pour vous. Ok. Bon, cliquez à côté de tout. On va enregistrer le document. Vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez cliquer dans le texte de la première page, le texte qui est plus grand que du corps du texte, et vous voyez que par rapport au style corps du texte, il y a une différence. On va faire un style rien que pour ce texte-là. Tant qu'à faire, on va cliquer au début du texte et commande Shift flèche, on va tout sélectionner et on va faire un nouveau style de paragraphe au départ de ça. Donc, menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. On va indiquer, vous voyez ici qu'il est indiqué que ce sera l'enfant du corps du texte. Hein. Donc, je vais l'appeler texte chapeau ou texte abstract. Ça s'écrit aussi chapeau comme ça. Vous allez le voir parfois comme ça. J'appelle ça un abstract, une introduction, un résumé. OK. Avec la case appliquer le style à la sélection cochée. OK. Voilà. Et donc, ah oui, j'ai oublié d'indiquer que ce texte est l'enfant de corps du texte. Donc ça veut dire que, en cliquant à côté de tout, si on modifie maintenant le style corps du texte, quoi que ce soit, pas la taille du caractère, mais la fonte, par exemple, la police. Là, je suis dans le style corps du texte. Après avoir cliqué à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné, je vais modifier la police et voilà. Évidemment, ce genre de police, vous évitez, c'est complètement foireux. Si vous voulez savoir quelle bonne police utiliser, il va falloir... Là, je vais taper par exemple Garamond. Garamond, voilà. Touche tabulation pour valider. Voilà du Garamond. Je vais modifier la taille du corps. Ah non, je ne modifie pas la taille du corps parce que j'ai calé le texte sur la grille de ligne de base. Donc ça, je ne vais pas faire. Par contre, la police, j'ai modifié Garamond ici. Donc vous voyez que j'ai modifié la police du corps du texte ici sur la page 2, 3 et 4. Et vu que ce style corps du texte body est le parent de texte chapeau, le texte du chapeau, l'introduction, l'abstract, là, a été modifié aussi en Garamond. Ok. Bon, je clique à côté de tout parce que j'ai oublié un petit C ici. Voilà. Ok, vous comprenez le principe des styles parent-enfant, c'est pas mal ça. Alors Garamond, c'est ce qui est utilisé pour notamment les livres Harry Potter. Pour ceux qui veulent
s'intéresser un peu à la typographie, qui est un sujet très vaste. Hein. Des typographies, il y a des masters en typographie, il y a des doctorats en typographie. C'est pas le genre de petit truc de graphiste qu'on apprend en quelques jours. Et moi, je ne suis pas avancé du tout en typographie. Si, j'ai quand même des... Par rapport à un typographe professionnel, je veux dire, je suis loin Je suis éloigné vers le bas. Mais je m'y connais quand même en typographie. Et donc, Garamond, police notamment utilisée pour la Pléiade. Vous connaissez la Pléiade? Les auteurs de la Pléiade, ou Harry Potter, je vous dis. Bon, vous seriez étonné de voir d'où vient le Garamond. Garamond, c'est un typographe qui, à la demande de François Ier, le roi François Ier, a créé cette police de caractère pour uniformiser quand même, pour améliorer les éditions, la création des livres, l'impression des livres. Voilà, j'ai juste tapé vite fait dans Bing et je tombe sur gouvernement français, politique culturelle de François Ier. À cette date, François Ier décide d'instituer une charge d'imprimeur du roi pour le grec, l'imprimeur désigné, oui, pour la police. Donc l'imprimeur désigné bénéficie du gage, blablabla, et ça vous expliquera que c'est Garamond qui s'est occupé de ça. Voilà, vous avez la police de caractère Garamond sur Wikipédia. Donc voilà, il y a toute une histoire. La colonne Trajane à Rome, vous connaissez? Ça date des Romains, c'est l'Antiquité. Et sur cette colonne, il y a des inscriptions. Et ces inscriptions sont en police sérif. Il y a les petites pattes au bout. Et ça ressemble très fort à la police moderne. Ça, c'est Zarbi quand même. Ça date d'il y a 2000 ans et ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Eh bien, ça vous explique pourquoi les petits empattements, les petites pattes, les sérifs existent. C'est quand on grave dans le marbre des polices de caractère, c'est plus facile de terminer, c'est une contrainte technique de terminer comme ça, proprement, le bout des gravures. Donc ça, c'est surprenant. Vous avez partout autour de vous des polices de caractère avec des pattes comme ça, des sérifs, et ça vient de la gravure du texte dans le marbre chez les Romains. Et ce sont des polices de caractère très modernes. Donc on peut dire que les Romains, de ce point de vue-là, en tout cas, ont inventé quelque chose qui fonctionne très bien. Ils ont inventé plein de choses, et notamment ça. Les polices de caractère lisibles, fallait le faire quand même. Voilà, donc Garamond, c'est vers 1540 qui commence à être connu. Au passage, vous voyez différentes choses sur la page Wikipédia qui le concernent. Ce genre de chiffres, vous avez déjà vu. Pas alignés. Ce qu'on appelle les chiffres elzéviriens. Pour les obtenir sur des polices de caractère dans InDesign, il faut enclencher les petites capitales. Et vous aurez des chiffres comme ça. Ça fait à l'ancienne, donc c'est pas une erreur. Des chiffres, quand vous les voyez comme ça, un peu décalés, c'est un genre. La matrice originale de la police de caractère de Garamond est en Belgique, au musée Plantin-Moretus à Anvers. Donc, comme je disais, ça a été utilisé notamment pour les éditions de la Pléiade. XVIe siècle. Vous savez ce que c'est, la Pléiade, à l'origine? Il n'y en a pas qui s'intéressent aux étoiles. La Pléiade, c'est les 9 étoiles les plus brillantes dans le ciel, là. De l'amas. Voilà. Ok.
C'est juste pour votre information personnelle, parce que vous allez voir, ça rejoint le graphisme. Est-ce que ça vous dit maintenant quelque chose quand on parle de la Pléiade en astronomie? Vous avez entendu vaguement parler de ces étoiles? Donc vous ne savez pas non plus comment ça se dit en japonais, Pléiade. Ah. En fait, vous le savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Bon, je vous montre comment ça se dit en japonais, la Pléiade, cet amas de 9 étoiles. Ça se dit Subaru. Voilà. Vous voyez, vous le saviez.